Amis, bonsoir et bienvenue sur votre plateau de votre émission de Face à Face sur Info Télévision. À vous la parole. Comme à l'habitude, la parole est donnée à un visage, à un nom, à une personnalité, à un chef d'entreprise ou à un leader simplement au Cameroun pour lui permettre de livrer non seulement sa pensée sur les sujets qui font l'actualité tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, mais également sur son actualité. Et ce soir, nous avons une fois de plus sélectionné un invité trié sur le volet comme à l'habitude. Pendant un peu plus d'une heure de temps, on aura l'opportunité d'éplucher non seulement son actualité, mais également l'actualité brûlante du Cameroun. Je vous propose de vous installer confortablement, juste le temps de découvrir qui est avec nous ce soir à travers ce portrait signé, bien sûr, de Nadège Fouedio. Et pour la suite, on se retrouve pour les débats. Votre émission À vous la parole dresse le tapis rouge ce vendredi 7 juin 2024 à Abel Elibi Lobé. Physicien de formation, Abel Elibi Lobé voit le jour il y a 63 ans. Ses études primaires et secondaires, il les passe dans la ville de Douala. Tout d'abord, l'école principale de la cité Sikh Garçon, où il obtient son certificat d'études primaires. Ensuite, le collège d'enseignement secondaire et technique commercial de Bonadoumbe. Et enfin, le lycée Noubel, d'où il sort, nanti d'un baccalauréat D. La suite se passe entre l'université de Yaoundé et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Un parcours universitaire sanctionné par une licence S-Sciences physiques et un certificat de maîtrise de physique appliquée. Activiste et soucieux du bien-être des autres, Abel Elibi Lobé se démarque très tôt et se positionne en leader. Secrétaire général de la première coopérative du collège d'enseignement secondaire et technique commercial de Bonadoumbe, président de la coopérative du lycée de Noubel, secrétaire général de l'amicale des étudiants de la faculté des sciences de l'université de Yaoundé. À Dakar, il poursuit ses combats et devient vite le président de l'association des étudiants camerounais du Sénégal, de la Mauritanie et du Mali. Une trajectoire qui le conduit logiquement en politique. Abel Elibi Lobé rejoint le SDF une fois revenu au Cameroun en 1998. Il y milite et gravit les échelons de la présidence de la cellule du peuple à Bonadibon au comité exécutif national NEC. Il est tour à tour secrétaire national adjoint numéro 1 à la communication et vice-président du comité exécutif de la circonscription électorale de Douala 5e et 1er. Élu conseiller municipal dans le 5e arrondissement de Douala, il fait 2 mandats en 10 ans. L'homme politique quitte le Social Democratic Front en 2017, l'unique parti politique dans lequel il aura milité à ce jour. Abel Elibi Lobé est le seul élu camerounais à avoir démissionné de son poste de conseiller municipal. Il est, en 2020, candidat malheureux aux législatives sous la bannière du mouvement des écologistes camerounais dans le cadre de la stratégie d'union Kautal, plateforme qu'il visualise et développe avec plusieurs organisations politiques. Entrepreneur intrépide, il est à la tête d'une blanchisserie depuis 1998. Marié et père de 4 enfants, l'activiste a fait du combat pour la justice sociale son cheval de bataille. De retour au Cameroun après son périple européen pour des échanges avec les enfants des communautés autochtones du littoral établis en Europe, Abel Elibi Lobé s'ouvre à vous. Bienvenue sur le plateau d'À vous la parole, Abel Elibi Lobé. Bonsoir Abel Elibi Lobé et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau d'À vous la parole. Bonsoir Rosalie et félicitations pour toutes vos recherches. Je suis surpris que vous ayez autant de capacité à remonter l'histoire et à savoir autant de choses, quoi. Mais on est resté quand même sur notre fin sur 2 points, juste 2 points sur lesquels on aimerait bien avoir quelques éclaircies. Vous avez démissionné en tant que conseiller municipal. Et vous êtes le seul d'ailleurs au Cameroun à l'avoir fait. Pourquoi? Parce que j'ai refusé la prorogation des mandats. En 2018, normalement, cette année-là, on aurait dû avoir les élections législatives et municipales. Ouais. Parce que j'ai été élu
en 2013. Justement, pour ceux qu'on regarde au quotidien, on ne démissionne pas. J'ai été élu en 2013. Si vous faites 2013 plus 5 ans, ça vous donne 2018. Donc le mandat qui est parti de 2013 se terminait en 2018. Et cette année-là, les élections présidentielles devaient aussi avoir lieu. Parce que les précédentes avaient eu lieu en 2011. Et le mandat du président est de 7 ans. 2011 plus 7 ans, ça vous amène à 2018. Maintenant, en 2013, il y a eu les sénatoriales pour la première fois. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. Si vous faites 2013 plus 5 ans, ça vous amène aussi en 2018. Donc l'année 2018 était une grande année électorale. À ce moment, il n'y a pas encore les régions. Donc on devait avoir cette année-là 3 élections. L'élection présidentielle, les élections législatives et municipales et les élections sénatoriales. Évidemment, on attendait que le président se précise sur les élections régionales. Oui. Voilà. Donc, ça fait 3 années électorales. Alors, c'est le président qui a organisé la vie politique comme ça. C'est lui qui s'est arrangé à partir de 1997 pour que les élections législatives et municipales soient couplées. L'argument qu'il avait utilisé à cette époque et qui a paru logique à tout le monde, c'était que ça faisait moins de dépenses. Bien. Mais en faisant ça, il a rendu les choses telles que la même année, les 2 élections doivent avoir lieu. Les élections législatives et municipales. Puis, lorsque on est passé au mandat de 7 ans, on a eu pour situation, enfin, je n'oserais pas dire une conséquence, que les élections législatives et les élections présidentielles et les élections municipales se rencontrent. Et en 2018, il a donc estimé que c'était trop pour notre pays, du point de vue des dépenses, de faire 3 ou 4 élections la même année. Parce que même comme on a couplé les élections, c'est vrai que pour le financement des campagnes électorales, l'État finance une seule campagne. Quand vous faites les élections législatives et municipales en même temps, vous avez une seule campagne à faire. Alors que si on découplait, on aurait dû financer la campagne des législatives, puis financer aussi la campagne des municipales. Mais ces économies-là ne sont pas suffisantes pour justifier le report. Alors je démissionne parce que je refuse le report. Je refuse la prorogation des mandats des conseillers municipaux et des députés. Parce que en prorogeant ces mandats-là, non seulement ils ne respectent pas le calendrier, mais on a aussi là le sentiment que les 5 ans qui se sont écoulés n'ont pas servi à préparer les élections, puisqu'on savait qu'en 2018, on allait avoir ce chevauchement-là. Un État normal doit préparer les choses. Et en ne préparant donc pas, et en acceptant qu'il proroge les mandats, bien sûr que la prorogation des mandats arrange les élus, puisque ça leur fait 18, il avait prorogé de 18 mois, parce que la Constitution, le Code électoral, etc., ces 2 lois-là, notamment le Code électoral, autorisent le président de la République, pour certaines circonstances, à proroger les mandats des conseillers municipaux, des députés, des sénateurs, pas le sien. Il ne peut pas proroger son propre mandat. Il ne peut ni l'abroger, ni le proroger. Il peut simplement démissionner. Si aujourd'hui, puisque ça va changer grand-chose. Non, je n'ai rien à regretter. J'ai mis en application mes exigences politiques. J'exige que le calendrier électoral soit respecté dans un pays. Sauf que j'ai constaté que tous ceux qui critiquent le président, qui disent qu'il nous gouverne mal, ils ont tous été d'accord. Tous les conseillers municipaux de ce pays ont tous vu que c'était une bonne chose pour eux de leur ajouter 18 mois. 18 mois, c'est un an, 6 mois. La loi nous prévoit 3 sessions du conseil municipal, je crois 3 ou 4 sessions par an, 3 sessions de députés par an. Donc, une année et demie, ça leur fait 3 sessions plus 2, par exemple.
Donc, ça leur fait de nouvelles indemnités de session pour les députés. Ça leur fait des financements de la vie politique, les 40 millions qu'ils ont par mandat. Eh ben, ça leur à quoi vous avez renoncé. Voilà, donc j'ai estimé que cet argent ne justifiait pas que je reste conseiller municipal pour cautionner des actes en réalité qui relèvent de la mauvaise gouvernance. Maintenant, alors, on se retrouve encore en 2026. Mais on va en parler tout à l'heure. Je voulais juste avec la même situation. On en parlera. Nous voyons venir les mêmes arguments. Si on les a acceptés, ceux qui les ont acceptés en 2018 devront les accepter en 2025. Et cela justifie qu'ils s'attendent tous à une autre prorogation des mandats des conseillers municipaux et des députés, les faire tenir ces élections après les élections présidentielles, comme ça s'est passé en 2018. Et là, du coup, certains hommes politiques jasent. On va sûrement revenir. On va revenir dessus, Abel. Je voulais juste comprendre pourquoi vous aviez démissionné. Pas moi toujours, hein, les téléspectateurs. Une autre question qui a été beaucoup avancée lorsque j'ai rendu public votre passage sur ce plateau. On voulait comprendre Kaotal. Oui, j'ai reçu beaucoup cette question. Kaotal, c'est quoi finalement? Kaotal, c'est une stratégie. C'est le nom que nous avons donné à une stratégie. La stratégie d'union des forces du changement. Parce que nous avons analysé les raisons objectives pour lesquelles nous perdons les élections. Parce que je dois rappeler cela. Si vous regardez depuis 1992, les premières élections législatives jusqu'à aujourd'hui, vous comptez le nombre d'élections présidentielles qu'il y a eu de 92 à aujourd'hui. Vous comptez le nombre d'élections municipales qu'il y a eu de 97 à aujourd'hui, parce que après 92, nous avons commencé les premières élections pluralistes, démocratiques, avec plusieurs partis politiques. Ça a commencé en 97. Si vous prenez tout ça, ça fait 17 élections que nous perdons. Dans aucune de ces élections-là, aucun parti n'a eu la majorité devant le RDPC. Alors vous avez pensé qu'avec cette... L'analyse des causes objectives, parce que depuis ce temps, chaque fois que nous parlons de nos échecs, on les impute au RDPC. On dit que c'est la fraude. On dit qu'ils utilisent les moyens de l'État. Ainsi de suite. Nous n'avons jamais regardé objectivement qu'est-ce qui nous fait échouer. Ce travail, moi j'ai entrepris de le faire en récoltant les statistiques des élections. À partir de 2007, quand j'ai commencé à être élu, Elekam n'était pas encore là. Elekam est arrivé et pour la première fois a organisé les élections en 2011. J'ai le rapport général des élections de 2011 ici. Puis il y a eu 2013 que Elekam organise pour la première fois les élections municipales et législatives et sénatoriales et ainsi de suite. Tous ces rapports, lorsqu'on les a étudiés minutieusement, on se rend compte que ce n'est pas la fraude électorale qui nous fait échouer. La première chose qui nous fait échouer, c'est que tous ceux qui votent le changement ne votent pas une seule personne. On ne vote pas la même liste. On vote plusieurs personnes. Les gens qui ne votent plus du régime du RDPC, aux élections législatives municipales, présidentielles, commençons par là. Par exemple, en 2011. Parce qu'avant, avec le MINAT, on n'avait pas de rapports fiables. Il n'y en a même jamais eu. C'est avec Elekam qu'on a commencé à avoir des rapports. Sous Fonka Azou, président du conseil électoral, et Sani Tanimou comme directeur général des élections. Ils ont fait un travail formidable en nous produisant un rapport véritablement utilisable, avec des détails sur le nombre de candidats, le nombre de bureaux de vote qu'on a eu, le nombre de représentants que chaque candidat a pu mettre dans les bureaux de vote. Quand on a regardé tout ça, on s'est rendu compte que, premièrement, en 2011, il y avait 23 candidats. Un qui est Paul Biya et en face de lui 22. Donc tous ceux qui ne voulaient pas voter Paul Biya, certains votaient tel autre, etc., etc. Donc nous éparpillons nos voix.
Quand nous allons aux élections législatives et municipales, c'est aussi la même chose. Dans une circonscription où le RDPC est candidat, en face de lui, il n'y a pas une seule liste. Il y a souvent 2 listes, 3 listes, 4 listes. Les études ont montré qu'il y a 3,2 listes en face, en moyenne. 3,2 listes en face du RDPC. Donc l'idée aujourd'hui est de faire converger les forces. L'idée c'est que, entendons-nous, organisons-nous pour que dans une circonscription, par exemple le Fundi, aux élections législatives, il y a 7 sièges. C'est une seule liste de 7. Le RDPC met une liste de 7. Au lieu que le SDF mette une liste de 7, le PCRN met aussi sa liste de 7. L'UPC met sa liste de 7. Parce que lorsque vous avez toutes ces listes, elles se font d'abord concurrence entre elles. Oui. Avant même de faire concurrence au RDPC, le SDF dit d'abord aux gens ne votez pas PCRN. Le PCRN dit aux gens ne votez pas MRC. Le MRC dit aux gens ne votez pas SDF, votez moi. Donc, si nous allons comme ça, eh bien, tous ceux qui ne veulent pas voter RDPC vont voter en partie SDF, en partie PCRN, en partie MRC, et patati et patata. Les voies du changement s'éparpillent. Et du coup, le RDPC se sauve. Parce que l'expérience a montré qu'il réussit toujours à avoir le plus grand nombre de suffrages par rapport à chacun de nos partis. Mais pas le plus grand par rapport à la majorité absolue. Il n'a pas souvent. Quelquefois, il a la majorité absolue. Mais quand vous regardez le nombre de voix qui ont voté contre le RDPC, ces voix-là sont souvent plus nombreuses que les voix qui ont voté pour le RDPC, notamment aux élections législatives et municipales. C'est aussi vrai aux élections présidentielles. L'idée, c'est donc de dire, entendons-nous, si vous avez une liste de 7, par exemple dans le Fundi, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se parler? Le MRC met 2 personnes, le SDF met 2 personnes, le PCRN met 1 personne, l'UPC en met 1 ou 2, je ne sais pas quel autre parti, ainsi de suite. Et on s'organise. La loi électorale nous permet de trouver des failles. La loi ne dit pas que le candidat, dans son dossier de candidature, il met sa carte de militant. On ne nous demande pas ça. On nous demande une attestation d'investiture. Moralité, si nous nous entendons, le MRC peut donner à tous ces 7 candidats qui ne sont pas forcément ses militants l'investiture. Et du coup, face à la liste du RDPC, nous avons une seule liste dans laquelle le MRC est servi, le SDF est servi, le PCRN est servi, l'UPC est servi, etc., etc. Hein? Il y a quelqu'un qui disait dans la langue populaire, ma calcul, ma plan. Pour dire que nous devons faire une stratégie. Au lieu de nous plaindre du matin au soir sur le code électoral, faisons une stratégie. Donc, Kautal, c'est un mot foulbé pour désigner la stratégie électorale que nous avons élaborée et que nous avons en son temps consigné dans ce document, si j'espère l'avoir ici. Je vais vous le montrer tout à l'heure, je l'ai dans mon sac là-bas. On aura des techniciens de venir. Nous avons pris la peine d'élaborer ça parce que la liste d'union a beaucoup de sous-entendu. Parce que vous savez que quand un parti politique a, par exemple, plus de 10% de suffrages valablement exprimés, il accède à des privilèges financiers que l'État du Cameroun lui donne. Je ne parle pas du gouvernement, je parle de l'État. C'est consigné dans le code électoral. C'est ce qu'on appelle le financement public des partis politiques. Il dépend des résultats que vous avez aux élections et du nombre d'élus que vous obtenez. Donc, si vous avez plus de 10%, l'État vous finance. Si vous avez aussi des élus, l'État vous finance toujours. Donc, les partis politiques peuvent être jaloux en disant, moi, je veux tout le financement pour moi-même. Voilà la stratégie dans un document. Tout est expliqué dedans.
Nous sommes les seuls. Accessible à tout le monde. Oui, ça, dès que nous avons élaboré ça à l'époque, il y a un exposé des motifs et puis il y a le déroulé de la stratégie. Quand nous avons élaboré ça, je n'étais pas seul. Nous étions avec le MDP, le Manidem nous a assistés, l'UPC, à ce moment, elle était présidée par Madame Abiba Doualambedi, qui est une femme du Nord, Peul, qui était mariée à un Daïdo, qui vient d'ailleurs de décéder. Je profite pour lui adresser mes condoléances les plus attristés. Le deuil est survenu quand j'étais en Europe. Et nous nous préparons d'ailleurs à lui rendre visite. Des syndicalistes ont participé. Le président de la Confédération syndicale Entente, M. Siga Benoît, nous a assisté du début jusqu'à la fin des travaux. Il venait de Yaoundé pour venir prendre part aux travaux. Nous avons travaillé pendant 6 mois. Les réunions se tenaient dans le domicile de Samuel Ebois, à Bonandio, auquel son fils a eu l'amabilité de nous ouvrir les portes. Donc, à l'issue de ce travail, il fallait donner un nom à cette stratégie. Alors, il y avait des noms Douala. Moi-même, j'avais proposé Moulatako. Et puis, d'autres, on a proposé des noms Ambassa. Et elle a dit, mais en Fulbe, on a un mot qui est court, Kautal, qui veut dire unité, union. Fada Kautal, les frères unis, ainsi de suite. C'est comme ça que nous avons tous estimé que le mot Kautal convenait à la situation, à cette stratégie. Donc, ça me permet de rappeler que Kautal n'est pas un parti politique. Je ne suis président de rien. Dès que j'ai démissionné du SDF, j'ai estimé qu'il y avait 400 partis. C'est pas la peine d'en créer le 401e. Donc, tous ceux qui ont besoin de partis politiques doivent s'organiser pour trouver leur place dans un de ces 400 partis-là. Parce que chaque nouveau parti politique concret apporte la preuve de notre incapacité à travailler ensemble. Parce que tous ces 400 partis politiques-là, ils n'ont pas de spécificité idéologique claire. Si vous cherchez quelle est la différence idéologique entre le SDF et le MRC, vous n'allez pas trouver. Entre le MRC et l'UDC, vous n'allez pas trouver. Certains vont vous dire qu'ils sont de centre-gauche, de centre-droite. Ce sont des notions qui n'ont pas véritablement leur ancrage dans notre environnement culturel et politique. Donc, nous sommes des partis d'opposition. Et ce qui est important, c'est le développement d'un programme de gouvernance qui est différent et qui nous aide à faire des choses différemment de ce que le RDPC, qui est au pouvoir, est en train de faire. Je ne suis même pas sûr que les alliés du RDPC sont d'accord avec les pratiques politiques du RDPC. Donc, cela veut dire que la priorité n'est pas dans les clivages idéologiques. Elle est dans le développement d'une gouvernance alternative, une autre façon de gouverner. Ce qui veut dire, pour finir sur cette question, que nous pouvons nous unir si nous laissons de côté nos égos. Par exemple, maintenant, je n'arrête pas de dire que la guerre qui nous ravage au Nozo depuis bientôt 10 ans commande que nous ayons une nouvelle réflexion politique sur la façon d'aller aux élections. Est-ce que nous qui avons déjà été gouvernés par 2 présidents francophones, 60 ans de présidence des francophones qui sont à la tête de l'État, qui définissent la politique de la nation, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous donner les chances de mettre un terme à cette guerre, de donner la présidence de la République à un anglophone? On va sûrement revenir. Mais vous voyez donc que la stratégie électorale dépend de l'environnement. Maintenant, si nous nous mettons ensemble et que nous décidons de soutenir un anglophone, cet anglophone voit ses chances de gagner s'accroître considérablement. Et il suffit qu'on s'entende, parce qu'il n'y a pas que la présidence de la République. Si on s'entend, il y a aussi le Premier ministère.
il y a aussi le président de l'Assemblée nationale, il y a la présidence du Sénat, il y a la présidence du Conseil économique à remettre en place et à réviser. Enfin, le partage sera mieux qu'il ne l'est. Il est possible. D'accord. Il y a de la place pour tout le monde. Alors Abel, tu nous reviens d'Europe, on en parlait dans votre portrait tout à l'heure. Là, on va rentrer dans le premier sujet qui va nous préoccuper ce soir. Tu es de retour donc au Cameroun. Après un périple où tu es allé échanger, d'après l'information que nous avons, avec les enfants des communautés autochtones du littoral établis du côté de l'Europe. Déjà, bon retour chez toi. Pourquoi les enfants autochtones du littoral établis en Europe? Oui. Pourtant, le problème, à la base, se déroule au Cameroun. Oui, le problème concerne les humains, les hommes. Donc, si le problème concerne les hommes, partout où ces hommes se trouvent, on peut aller les voir et leur parler. Parce qu'ils sont et demeurent des éléments déterminants dans la décision. Notre vie politique n'est pas organisée en faisant abstraction de nos compatriotes qui sont à l'étranger. La preuve, c'est que tous les partis politiques de l'opposition ont lutté depuis les années 90 pour que les Camerounais de la diaspora votent à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est pas mettre la charrue avant les bœufs? Parce que logiquement, on se serait attendu que vous débutiez votre périple dans tout le triangle national pour poser le problème en interne avant d'aller discuter avec... Alors ça, c'est aussi stratégique. Oui. Donc je disais que nous nous sommes tous battus pour que les Camerounais de l'étranger aussi votent à l'élection présidentielle. Ça veut dire que nous sommes d'accord qu'ils participent à la décision, que ça les concerne. Mais il n'y a pas que l'élection présidentielle qui doit les concerner. Puisque quand vous avez fini d'élire le président, il faut élire une assemblée nationale qui contrôle l'action du président, du gouvernement que le président va mettre en place. Notre constitution dit que le premier ministre est responsable, pas devant le président de la République. Le président le nomme pour qu'il applique la politique définie par le président. Mais celui qui lui pose les questions, et il doit apporter des réponses, c'est l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale devient importante une fois que les gens de l'étranger élisent le président. Il faut aussi qu'ils viennent à l'Assemblée nationale pour surveiller, contrôler l'action du président qu'ils ont élu. C'est pour ça que vous avez vu que en 2020, dans mes propositions, comme candidat aux élections législatives, il était question que si je suis élu, je vais me battre pour que le pays accepte que les Camerounais de l'étranger aient aussi des députés à l'Assemblée nationale, ce qu'ils n'ont pas encore. Cette année et aux prochaines élections, la bataille va être remise de nouveau sur la table. Maintenant, pourquoi cibler les communautés autochtones du littoral, justement, parce que d'aucuns vous ont traité de tribalistes. Oui, ça ce n'est pas grave. Utiliser on me traite l'expression tout le temps de tribaliste. Sauf que ceux qui me traitent de tribaliste ne peuvent pas dire le mal que je leur fais. Sauf que moi je peux dire le mal ça peut être une sorte de jalousie de se sentir oublié. Pourquoi non, ils sont plutôt conscients que mon discours éveille. Et ils pensent que cet éveil porte atteinte à leurs intérêts, qui ne sont pas des intérêts légitimes. Nous allons le démontrer. Le principe dans notre pays, c'est la démocratie représentative. C'est ça le principe. Si vous regardez dans l'article 149 du Code électoral, vous allez mieux comprendre cela. Dans l'article 149 du Code électoral, et là, c'est le législateur qui parle. Et vous savez que dans notre pays, le législateur, c'est principalement le président de la République, parce que la Constitution dit que il est avec les membres du Parlement les seuls à avoir l'initiative des lois. C'est-à-dire, c'est donc eux qui organisent le pays. L'Assemblée nationale discute sur ces lois et les votes peut les amender, les corriger, etc. Mais l'initiative, c'est le président. Donc chaque fois
que nous avons une loi, nous devons voir le président, la volonté du président derrière cette loi-là. Voilà. D'autant plus que jusqu'à maintenant, aucun député, depuis que le Cameroun est Cameroun, depuis les etc., aucun député n'a jamais fait une proposition de loi. Ouais. Et puis, les mauvaises pratiques politiques, notre inculture, fait que la majorité n'accepte pas que l'opposition fasse des propositions de loi, parce qu'ils craignent que l'opposition propose des lois qui vont les empêcher de gouverner à leur convenance. Alors, que nous dit le code électoral dans l'article 149? L'article 149 se trouve dans le titre 5, dispositions spécifiques à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Là-dedans, le législateur dit que le département constitue la circonscription électorale. Oui. C'est-à-dire que c'est dans le département qu'on va élire les députés. Alors que pour les conseillers municipaux, c'est la commune. La commune, oui. D'accord? Pour les élections régionales, c'est la région. Ainsi de suite. Donc on va du département à l'arrondissement et puis... Pour le chef de l'État, c'est tout le Cameroun qui constitue la circonscription. Oui. C'est très important de rappeler ça, parce que dans l'alinéa 2, le législateur donne au président de la République des pouvoirs. Et le législateur commence à dire que compte tenu de leur situation particulière, il ne dit pas lesquelles. Il dit, compte tenu de leur situation particulière, certaines circonscriptions, c'est-à-dire certains départements, peuvent faire l'objet d'un découpage spécial par décret du président de la République. Donc, le Mongo, par exemple, ou la Léquié, que nous connaissons sur le plan administratif comme un département, arrivé aux élections, pour l'élection des députés, le chef de l'État a estimé qu'il y a des particularités là-bas et qu'il peut donc diviser la Léquié en deux départements qu'il appelle ici les circonscriptions électorales. Léquié Est et Léquié Ouest, par exemple. Pour le Mongo, c'est Mongo Nord et Mongo Sud. Par exemple, le Vouri a été découpé en Vouri Est, Vouri Centre, Vouri Sud, Vouri Ouest. Alors que le chef de l'État a estimé que la Ménois pouvait rester comme ça, avec ses 5 sièges. Il n'a pas découpé la Ménois, mais il a découpé le Noun. En Noun Centre et Noun, je crois, Ouest. Il n'a par exemple pas découpé le Fundi. Il a estimé que le Fundi devait rester unique. Donc, il a ce pouvoir. Résultat, on a 58 départements administratifs, mais on a 85 départements au législatif, que nous appelons ici les circonscriptions. Et regardez donc ce que le législateur dit. Dans l'article 150, alinéa 1, l'Assemblée nationale est composée de 180 députés. Alinéa 2, c'est le plus important. Là, le chef de l'État clarifie sa pensée pour l'organisation de la fonction de représentation. Il va dire, un décret du président de la République fixe le nombre de députés représentant chaque circonscription, dont les députés représentent les circonscriptions à l'Assemblée. Et pendant ce temps, et ce qui n'est pas contradictoire, la Constitution elle-même, dans son article 15, précise, alinéa 2, chaque député représente l'ensemble de la nation. Si vous mélangez les deux, vous obtenez que le député va représenter sa circonscription pour représenter la nation. À partir de ce moment-là, nous regardons comment le chef de l'État a donc organisé la représentation. Il a dit, chaque département a un nombre de sièges. Et à la fin, on totalise pour chaque région. La Damawa a 10 sièges. Ouais. Avec ses différents départements, au total, 10 sièges. Pour représenter la nation. Le Sud a 11 sièges. L'Est, 11 sièges. L'extrême Nord,
29, c'est la région la plus représentée. Personne ne sait pourquoi. Le chef de l'État, la Constitution, le Code de l'État ne dit pas qu'on obligé de la surface, de la superficie du département de la région. On n'a pas dit que ça dépend de la population. C'est discrétionnaire. C'est discrétionnaire. Et nous n'avons pas à discuter ça. Quand notre chef d'État viendra, il peut décider que l'extrême nord n'a plus 29 ou bien laisser à 29 mais augmenter le nombre. Parce qu'il faut savoir que le nombre n'a pas commencé à 180. Il était d'abord de 120. Et puis le président, bien c'est lui qui a commencé à augmenter ça. Si je ne me trompe pas. Hein? Il a augmenté ça à 150. Et puis de 150, on est passé à 180. Ça s'est fait pendant son ministère. Donc, le chef de l'État a dit que le Nord a 12. Hein? Il a dit que le centre a 28. C'est la deuxième région la plus représentée. Il a dit que l'Ouest a 25. Et à l'Ouest, il a divisé en 8. Je crois 9 d'ailleurs. Le Noum, où il a divisé en 2. Noum centre, avec Noum Ouest, je crois. Noum centre à 4. Noum Ouest à 1. La zone de Koutaba, etc. Un siège. Pour représenter la nation. Noum centre, c'est-à-dire tous ces gens qui sont et tout ça, voilà. Eux, ils sont à 4. Pour représenter la nation. Les autres 20, c'est pour les Bamlékés. Et là, il a encore divisé. Bamboutos, 4 sièges. Le Kouki, 3. Le Ronka, 3. Les hauts plateaux, 3. La Ménois, 5. Le Ndé, 3. La Mifi, 2. Ainsi de suite. Donc, Sud-Ouest, 15. Pour représenter la nation. Nord-Ouest, 20. Pour représenter. Et littoral, 19. Voilà. Et le chef de l'État ne s'arrête pas là. Il continue à préciser sa pensée en organisant la fonction de représentation. Il dit dans l'article 151 du Code électoral que l'élection, sous-entendu l'élection des députés, se fait au scrutin de liste. Donc, Elibi ne se lève pas seul. Il doit être dans une liste. Plusieurs candidats, le cas échéant. Et on peut retrouver des circonscriptions où il y a un seul candidat. On ne va pas dire que ce n'est pas un scrutin de liste. C'est toujours un scrutin de liste, mais là, la liste est uninominale. Et là, le chef de l'État dit que le vote n'est pas préférentiel. C'est-à-dire que dans le fond, comme il y a 7 sièges, si le RDPC présente 7 sièges, vous ne pouvez pas venir là-dedans dire que moi je vote seulement à ici. Tu votes la liste. Tu votes la liste et tous les 7 candidats profitent de ton vote, profitent de ta voix. Même s'il y a un là qui est ton ennemi juré, si tu votes cette liste-là, c'est que tu l'as voté. Il dit que le vote n'est pas préférentiel ni panaché. Il n'y a pas de panache. C'est-à-dire que je ne peux pas venir, je vote ici dans la liste-ci. Et puis je pars aussi dans l'autre liste où j'aime Elimbi, je vote Elimbi, et on panache les voix. Non. Si tu votes une liste, tu as fini, tu ne votes plus rien d'autre. Voilà. C'est ce qu'il nous a donné comme système. Parce qu'ailleurs, il y a des systèmes où on panache les listes. Voilà. Et le chef de l'État, dans l'alinéa 2 du 151, il continue à préciser sa pensée. Il dit comment on va donc présenter les candidats. Le nœud du problème aujourd'hui. Oui. Chaque parti politique existant légalement et désireux de prendre part à l'élection dans une circonscription présente une liste complète. Donc, dans le Foundi, comme c'est 7 sièges, tu ne peux pas présenter une liste qui a 4. Tu dois présenter une liste de 7. Comportant autant de candidats, choisis parmi ses membres qu'il y a de sièges à pouvoir. Donc, si le RDPC veut se présenter dans le Foundi, il va présenter une liste qui a 7 personnes qui ressortent de son parti, de son sein, pour aller aux élections législatives. C'est la même chose que le chef de l'État dit pour les autres élections de liste. D'accord. Puis, il continue à préciser sa pensée. Il dit dans la linéa 3, la
constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différentes composantes sociologiques. Attention, il faut bien suivre ce qu'il dit ici, parce que c'est là le problème des peuples du littoral. La constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée. Et le chef de l'État termine. Elle doit en outre tenir compte du genre. Le chef de l'État n'est pas en train de dire que la composition de chaque liste de candidats, la constitution, doit tenir compte des jeunes, des vieux. Ou des habitants. Est-ce que tu comprends? Il ne dit pas que ça doit tenir compte des tranches d'âge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez décider de présenter une liste de gens qui n'ont que 22 ans, 23 ans. Tant que le genre est respecté, donc on a des femmes et des hommes. Il a donné deux choses. La composante sociologique de la circonscription. Il ne parlait pas de composante sociologique de la population de la circonscription. Donc ce n'est pas la composition sociologique de la population de Yaoundé. C'est la composition sociologique de Yaoundé. Yaoundé c'est quoi? Yaoundé c'est une ville, c'est un terroir, c'est un village. Il y a des gens qui anthropologiquement sont à Yaoundé. Ils ne sont pas à l'extrême nord. Ils sont à Yaoundé. Est-ce que c'est de ça que le président parle? Non. Est-ce qu'il parle de la population de Yaoundé, où tu vas rencontrer les autochtones de Yaoundé, mais tu vas aussi rencontrer quelques Sawa, quelques Bassa, quelques Béti, quelques Peu, quelques Bamileke et patati et patata. Est-ce que c'est de ça? Mais le chef de l'État dit, vous devez tenir compte du genre. C'est-à-dire, le genre c'est féminin, masculin. Il n'y a que deux, à notre niveau, pour le moment. Ailleurs, il y a plusieurs gens qui ne sont même ni hommes ni femmes. Mais chez nous, ici, nous sommes encore à deux. Masculin, féminin. Ce que Dieu a créé. Masculin, féminin. Donc le chef de l'État est en train de dire que quand vous allez composer les listes, ne pensez pas seulement à un genre. Il a vu venir un problème. Parce que il a vu les habitudes politiques. Parce que vous savez que de l'autre côté, les femmes se sont mises à se battre pour la parité. Elles se battent pour la parité, mais le chef d'État n'est pas encore au niveau de la parité. Il a seulement dit il faut qu'elle soit aussi là. Pour qu'on comprenne, qu'est-ce que le chef de l'État a dit ici? Il a fallu un incident. Le RDPC avait attaqué la liste de l'UNDP en disant c'était Avouri Est. Si je ne me trompe pas, on a attaqué la liste législative en 2007. Le RDPC a dit que l'UNDP n'a pas mis de femmes dans sa liste. Donc il faut casser la liste de l'UNDP. À ce moment, il n'y avait pas encore le Conseil constitutionnel. C'est la Cour suprême qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel. Alors, on est allé au contentieux préélectoral et la Cour a demandé à l'UNDP, mais est-ce que vous avez mis les femmes? Et l'UNDP a dit, oui, nous avons mis les femmes. Elles sont où? Mais les voici. Elles sont, voilà, telles, suppléantes. Et le président, dans sa sagesse, a dit, mais est-ce que quand le législateur dit de tenir compte du genre, il dit de les mettre en suppléance seulement. Pour qu'elles ne soient jamais titulaires. Et on a cassé la liste de l'UNDP. C'est à partir de ce jour-là qu'on a compris que quand on dit de tenir compte du genre, c'est pour qu'elles aussi puissent s'asseoir au poste de député. Et du coup, plus jamais. On n'a plus jamais eu de liste où seuls les hommes sont titulaires. Si vous avez 2 sièges, vous devez mettre une femme. Quand vous avez 3, vous devez toujours mettre au moins une femme. Quand vous avez 4, 5, 6, la circonscription la plus représentée au Cameroun, c'est le Fundi, avec 7. Vous devez toujours mettre au moins une femme. Peut-être même que demain, on peut avoir un procès
au Conseil constitutionnel, si sur 7, vous mettez seulement une femme. Peut-être qu'un parti peut venir, ou même les femmes, elles-mêmes peuvent attaquer la liste en disant pourquoi sur 7 sièges vous mettez seulement une femme. Voilà. Là, nous avons donc comment appris, nous avons compris la lettre, mais nous avons compris l'esprit du législateur. Et quand nous regardons donc maintenant comment les choses se font dans les circonscriptions, à l'occasion des élections, comment les partis politiques présentent les candidats et les résultats définitifs qui en sortent, on constate que Sud, 11 sièges, tous sont des enfants du Sud. Est, 11 sièges, tous sont des enfants de l'Est. Pour aller représenter la nation, Adamawa, 10, aucun ne vient de l'Est, aucun ne vient du Nord. Tous les 10 de l'Adamawa, ce sont les enfants de l'Adamawa. Tous les partis politiques qui présentent des candidats là-bas s'arrangent à ce que les différents départements de l'Adamawa soient minutieusement représentés. Et en représentant, on s'arrange pour que les grands groupes socio-anthropologiques soient représentés. Est-ce que c'est ce que le législateur a voulu dire? À mon sens, oui. Puisque c'est comme ça qu'on va aussi faire au Nord. Au Nord, on ne va prendre personne de la Damawa, on ne prend personne de l'extrême Nord. Comme quoi, chacun a sa place. Chacun, on lui a donné sa place. Arrivé à l'Ouest, les Bamoun ont 5. Jamais aucun parti politique n'est arrivé dans le monde pour présenter les Bamileke. De l'autre côté, les Bamileke ont 20 sièges qui se repartissent entre eux. Jamais aucun parti politique n'a présenté les Bamoun dans le pays Bamileke. Puis on va au nord-ouest, 20 sièges. Ils sont anglophones comme au sud-ouest, 15 sièges. Mais jamais, au grand jamais, aucun parti politique n'est venu au nord-ouest sur les 20 sièges du nord-ouest prendre un francophone pour mettre là-bas. Aucun parti politique n'a pris des anglophones du sud-ouest pour mettre là-bas. Comme quoi, quand le chef de l'État dit que il nomme, il fixe le nombre de sièges, le nombre de députés qui représentent chaque circonscription, c'est-à-dire chaque département, eh bien, les partis politiques prennent soin que chaque département soit représenté par les enfants du département. Arrivé au littoral, tous les partis politiques changent. Ils changent leur comportement. Ils changent leurs pratiques. Ils commencent à lire les exigences qui fondent l'unité nationale. Parce que les boulous existent. Et pour aucune raison, on ne doit envisager une organisation politique qui oublie que les boulous existent. Les Makas existent à l'Est. Bien entendu. Les Sawa existent. Ils sont Pongo, ils sont Bakoko, ils sont Douala, ils sont Bo, ils sont Bakaka, ils sont Balong, ils sont Bonking, ils sont Banko. Arrivés au littoral, eh bien, nous au nord, le RDPC qui est censé appliquer les textes que son chef nous propose des listes, il gagne, il a la majorité absolue. Quels sont ceux qui sont assis? Simé Pierre, Bamileke. Ngancham, Bamileke. 3 sièges que le chef de l'État a donnés à cette circonscription. Alors je pose la question. Quand le chef de l'État dit que la constitution de la liste des candidats dans le Mungo Nord doit tenir compte de la composante sociologique du Mungo Nord, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Mungo Nord, dans la population du Mungo Nord, tu trouves les autochtones, tu trouves plein de bannis. Peut-être un peu de Peul, parce que les gens viennent vendre les bœufs, etc. Ils sont là-bas. Ils parlent de la population ou ils parlent des habitants de la région, de la circonscription. Le texte est clair. Le texte ne parle pas de la population. Le texte parle de la circonscription. Le Mungo Nord, en tant que circonscription,
sa composante sociologique, c'est quoi? Moi, Elimbi Lobe, je sais que c'est le pays des Mbo, Oui. à partir de Mélon jusqu'en Konsamba. Je laisse Sancho d'abord, parce que je ne suis pas là pour contester le découpage. Sancho se trouve maintenant à l'ouest. Mais, c'est les Bakaka. Dans tout le pays, Mbare, Bakem, etc. C'est les Bafout. Manjo jusqu'à Njombe Penja. C'est les Ballons. C'est les Bonken, Ambanga, jusqu'à Souza. C'est les Bankon, ce que vous appelez les Abos. Ils ne veulent plus qu'on les appelle comme ça. Ah, d'accord. Maintenant, ils disent qu'ils sont les Bankon, qui s'étendent jusqu'à dans le Fico. Vous savez que les Barombi et les Bankon, c'est le même peuple. Sauf que les uns sont du côté francophone, les autres sont de l'autre côté. C'est pour cela que notre premier ministre, qui est Barombi, quand il parle avec ses frères du Mungo, les Abors, il parle la même langue. Ils ont les mêmes coutumes. Et je vous annonce que ma grand-mère maternelle, le premier ministre est son chef supérieur. Bon. Vous avez les Pongo. Voilà la composition sociologique du Mungo Nord. Non. Mbo, les Bakaka, les Bafout, les Bonking, les Ballons. C'est eux qui sont là-bas. Peut-être que je peux oublier quelques-uns. D'où vient-il que leurs députés, pour représenter cette composante cette composition sociologique-là, ce soit Simé? Simé Pierre, pourquoi? Simé Pierre est Bamileke. Il a ses sièges chez lui dans l'Ouest. 20. Ils ont leurs 20 sièges. Gancham, pourquoi? Arrivé au Mungo Sud, le chef d'État a mis 3 sièges. Le Mungo Sud commence à Njombe Penja. Parce que le Mungo Nord commence à Mélong jusqu'à Loum. Le Mungo Sud part de Njombe Penja jusqu'à Bekoko ici, donc dans l'arrondissement de Dibombari. Oui. C'est le pays des Pongo. C'est le pays des Bakoko du Mungo. Les Bankon que je viens de citer. Les Ballons, Ambanga et tout ça. Bon. Quels sont ceux que nous avons obtenus là-bas comme députés? Mbapte Jean-Baptiste Bamileke. Dans la liste du RDPC. Ça veut dire que c'est le RDPC qui l'a présenté aux élections là-bas. Ndjemeni Belnid du SDF Bamileke. Parce que vous savez que quand tu n'as pas la majorité absolue, tu partages les sièges. Et celui qui est premier prend la moitié d'abord, arrondi à l'entier supérieur. La moitié de 3, c'est 1,5. Comme il n'y a pas de demi-siège, le RDPC qui avait la majorité relative a pris 2. Et la loi électorale prévoit que dans le partage, si tu as 2, on prend comme ils sont présentés dans la liste. On ne vient pas te demander que bon, tu as 2 sièges, donne-nous maintenant les 2 personnes que tu veux. Donc on prend dans la liste. Donc si tu vois Mbapte et Madame Dissake, cela veut dire que c'était l'un premier, l'autre deuxième. Dans la liste que j'ai ici, c'est donc Mbapte qui était en tête. Ensuite, Madame Dissake, épouse Ngom Prizo. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? Pardon, épouse Dissake. Parce qu'elle s'appelle Madame Ekobo, je crois. Bon, bref, son nom me reviendra. C'est Madame Dissake. Elle est d'Aïdo. C'est une d'Aïdo, mariée au chef supérieur du canton Bankon, qui est Dissake. Elle est donc parmi les 2 élus du RDPC. Ça veut dire que c'est les 2 là qui étaient en tête des listes. Si ce n'est pas Mbapte, c'est que c'est l'autre. Si nous nous trompons, mais je ne me trompe pas, c'est Mbapte puisque j'ai la liste. Puis, sur les 3 sièges, le SDF a eu 1. Qui
Ndjemeni Belnid Bamileke. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est lui qui était en tête de liste. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Cela veut dire que lorsque le parti a décidé de présenter sa liste, l'ordre dans lequel on vous présente devient un élément important de la représentation, de la fonction de représentation. Si dans une circonscription, on prend ici Rosalie, on met en tête de liste, cela veut dire qu'on lui donne le privilège, en cas de partage, d'être d'abord la personne qui va s'asseoir pour représenter en premier cette circonscription. Donc si le SDF a mis Ndjemeni Belnid, un Bamileke, dans le canton Pongo, dans le canton Bakoko, dans le canton Banko, dans le canton Ballon, cela veut dire que dans l'esprit de ceux qui ont fait cette liste-là, ils préfèrent qu'un Bamileke soit là pour représenter les Pongo. La question que je pose, c'est que est-ce qu'il manque les Pongo? Est-ce qu'il manque le Bakoko dans le Bongo? Est-ce qu'il manque les Mbo? Est-ce qu'il manque les Bankon? Pourquoi les Bamileke ont déjà eu leurs 20 sièges qui ne partagent avec personne? Et vous venez prendre les sièges de Pongo, de Ballon, de Bankon pour leur ajouter. Moralité, les Bamileke devaient être 20 à l'Assemblée nationale. Ils ne sont plus 20. Ils sont plus de 20. Ils sont 20, plus les 2 du Mongo Nord, plus les 2 du Mongo Sud, ça fait 24, plus les 2 du Mongo, du Vouri Est. Parce que dans le Vouri Est, on retrouve le même problème. 4 sièges que le président a mis à Vouri Est. Mais quand le RDPC a présenté ses listes, le SDF et curieusement, le PCRN, qui nous parle de fédéralisme communautaire tous les jours, on chante fédéralisme communautaire. Les gens veulent se déchirer, enlever les cheveux sur la tête par fanatisme exacerbé. Mais la réalité du terrain, c'est que dans le Vouri Est, 4 sièges, le PCRN a présenté en tête de liste une Bamoun, mariée à un Bamileke, pour représenter les Bakoko de Japoma, pour représenter les Bassa du Vouri, pour représenter les Aqua. Parce que quand vous voulez connaître la composition sociologique d'une circonscription, vous regardez les chefs traditionnels qui sont établis là-bas, par l'administration. Vouri Est, c'est 2 communes. La commune de Douala 3 et la commune de Douala 5. Je vous rappelle que c'est 2 des 5 plus grandes communes. Le Cameroun a 5 grandes communes. Les grandes communes, les plus grandes, les communes sont classées sur un nombre de conseillers municipaux. Les 61 conseillers municipaux, c'est les communes les plus grandes. Il y en a 5. Douala 5, Douala 3, Yaoundé 4, Bafoussam 1er et Mokolo dans le nord. C'est donc très significatif de ce qui se passe. Il faut que les gens nous suivent bien. À Vouri Est, le RDPC présente une liste. En tête, c'est Ngaham Isaac, suivi de Madame Pokossi, une Aqua, parce que nous sommes dans le canton Aqua. Un chef supérieur qui est là. Le canton Bassa, un chef supérieur. Le canton Japoma, un chef supérieur, qui était d'ailleurs sénateur, il est décédé, Madiba Songé, il a été remplacé normalement par son fils. Résultat des courses. Résultat des courses. Le RDPC n'ayant pas pris tous les 4 sièges, il a eu 2 sur les 4. Ouais. Le SDF a eu 1. Le PCRN aussi a eu 1. D'ailleurs, le PCRN est passé avant le SDF. Les 2 du RDPC, c'est qui? Ngaham Isaac, Bamileke, au canton Aqua, au canton Bassa, au canton Japoma. Suivi de Ndongo, épouse Pokossi, qui est Aqua, qui est dans son pays, dans son village, dans son terroir. Mais la Djedou, c'est comme ça que nous on appelle les Sawa, qui connaissent l'organisation du pays. SDF a eu un siège. C'est qui? Nietzsche Jean-Michel Bamileke, pour représenter le canton Bakoko, le canton
Bassa, Vouri. Le canton a quoi? Le PCRN a mis qui? Nouran Fotsing. Pour représenter le canton Bassa. Lui qui parlait de fédéralisme, c'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand nous les hommes politiques nous parlons, ne nous écoutez pas. Regardez les actes que nous posons. Hein? C'est comme ça que quelqu'un est resté ministre du président Biya 7 ans et il nous dit maintenant que le président Biya est un diable. Tu restes avec un diable, tu manges sur ta table 7 ans. Revenons à ce que nous étions en train de dire pour conclure. Oui. Nietzsche sort pour le compte du SDF. Oui. Nouran sort pour le compte du PCRN. Dans une localité où il n'y a pas anthropologiquement un peuple bamileke qui est établi là-bas. Il n'y a pas un peuple bamoun qui est établi là-bas. Moralité, pour représenter les Aquas, les Bassa, les Bakoko de Japoma, c'est 3 bamileke. Gahan Isaac, Nietzsche, pardon, 3 ressortissants de l'Ouest. Donc 2 bamileke, 1 bamoun. Et les natifs même ne sont qu'un seul, Madame Dongo. Si tous ceux qui m'écoutent maintenant trouvent que cette façon de faire est bonne, que chacun chez lui lève le doigt. Je veux savoir s'il existe un seul chef supérieur dans le pays bamileke qui est d'accord avec ce qui se passe à Vouri-Est. Je prends le cas de Vouri-Ouest. Vouri-Ouest, c'est Douala 2, Douala 4. Douala 4, c'est Bonaberi. Un seul chef supérieur, Mbappé Banga Milor, établi par l'État du Cameroun, homologué par l'État du Cameroun. Il n'y a aucun chef supérieur bamileke ou Moya ou quoi que ce soit à Vouri-Ouest. C'est le peuple bel qui est là-bas. D'où vient-il que le RDPC investit sur le seul siège que le chef de l'État a donné à cette communauté-là, à l'Assemblée nationale? On investit, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Ouais. Qui est, en fait, il est Moya. Fandja Gabriel. Il s'appelle Fandja Gabriel. Fandja Gabriel a quoi à voir avec le peuple bel. Nous considérons les Moya qui sont en fait dans le secteur du Nord Makombe comme en réalité des peuples bamileke que le découpage administratif a placé dans le littoral. Ils ne sont pas sawa. Bon, la fin de tout ça, c'est que sur les 19 sièges de députés que le littoral a, à cause d'une lecture erronée, ou alors d'une lecture qu'on a changée dès qu'on est arrivé au littoral, il se trouve que sur les 19 sièges, 9 sont occupés par des gens aujourd'hui, qui anthropologiquement ne sont pas du littoral. On comprend un peu à la base quel est votre problème. Maintenant, pour revenir rapide, je vous laisse que je donne l'incidence financière de cet état de choses. Le Parlement paye ses membres. Il paye les députés, il paye les sénateurs. Parce que ce que j'évoque là existe aussi chez les sénateurs. Le chef de l'État a dit que chaque région doit avoir 10 sénateurs, que les régions se valent. Les sénateurs ne représentent ni les composantes sociologiques, ni les populations, ni les départements. Ils représentent les collectivités territoriales décentralisées, donc les communes et les régions. C'est ce que... Donc ils représentent d'autres entités. Ces sénateurs-là, on a mis 10 dans chaque région. Parce que le chef de l'État a estimé que les régions se valent. Même comme elles n'ont pas le même nombre de communes. Par exemple, le littoral a 34 communes, l'Ouest a 40. N'est-ce pas? Bon. Le centre a 70, je crois, si je ne me trompe d'ailleurs pas. Mais il a mis 10 sénateurs partout. Et partout, les 10 sénateurs du Sud sont des enfants du Sud.
Et c'est bon, et c'est normal. Les 10 sénateurs de l'Est sont des enfants de l'Est. Les 10 sénateurs de l'Est, non, il n'y a aucun ressortissant du Nord dedans. Les 10 sénateurs du Nord, il n'y a aucun ressortissant. Et on joue le même scénario. Arrivé à Douala, au Cameroun, au littoral, là où tous les désordres sont permis, on prend Ketchanga, on met. On prend Mangaza, qui est du centre, qui est un bon militant du RDPC, connu depuis l'enfance. Nous connaissons Mangaza. Nous pensons qu'il est légitime que le RDPC le récompense. Mais dans le quota du centre, on prend, on lui donne au littoral. Yinda, son épouse, Yinda, c'est l'ancien directeur général de la Sosucam. Tout le monde le connaît. Grand militant du RDPC. On lui aurait donné, il est de la Sanaga maritime, que cela ne dérangerait personne. Parce que dans le quota des sénateurs, la Sanaga maritime était représentée par Chouès. On a enlevé Chouès pour mettre l'épouse de Yinda qui est du sud. Mais si on veut représenter, on veut récompenser Madame Yinda, on lui donne dans le sud. Ça aurait dérangé qui? Ça aurait dérangé qui dans le sud? Personne. Ça n'aurait dérangé personne dans le littoral. Ce qui se termine, la fin de tout ça, c'est que même quand le chef de l'État lui-même vient nommer les 3 qu'il nomme dans chaque région, il trouve bon de nommer Pierre Flambon Gayap. Lui, même Paul Biya qui a écrit ces choses, il trouve bon de nommer Pierre Flambon Gayap, qui est Bamileke, qui est de l'Ouest. Résultat, l'Ouest devait avoir 10 sénateurs, elle a maintenant 12 au Sénat. Hein? Ils ont leurs 10 et ils ont Ketchanga et Ngayap. Le centre devait avoir 10, ils ont 11. Le sud devait avoir 10, ils ont 11. Alors, question, la tendance doit s'arrêter quand? Comment on va aux prochaines élections là? Peut-être que les 9 sièges occupés par des gens qui ne sont pas originaires du littoral, ça peut passer à 10. Parce que ça ne va pas commencer 9. Je vous rappelle, le combat aujourd'hui est d'inverser la tendance et qu'on restitue à la région du littoral leur siège comme c'est fait partout au Cameroun. J'ai commencé donc à le dire ici au Cameroun. Et au fur et à mesure que nous allons vers les élections, je lève la voix. Et je demande aux membres de notre communauté, les peuples autochtones du littoral, qui pour vous sont menacés aujourd'hui. Ah, ils sont quasiment en voie de disparition. Il ne reste plus que 10 à l'Assemblée. Peut-être qu'aux prochaines élections, il va rester 8. Et qu'en 2000, parce que si les élections ont lieu en 2025, les prochaines auront lieu en 2030, ils resteront 6. Et qu'en 2035, ils resteront 4. Et qu'en 2040, on n'en parlera plus. Et puis en 2045, bon, il n'y aura plus de littoraliens à l'Assemblée. C'est pour quelle cause? C'est pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas importants dans la constitution de la nation camerounaise. C'est pour ça qu'on peut prendre les Bamileke, on met à leur place, on prend les Bétis, on met à leur place, on prend les autres, on met à leur place. On remplace les littoraliens par les ressortissants d'autres régions. Pour quelle raison? Il n'y a qu'une seule raison. Ou deux. La première, c'est que M. Jean Koueteki, à l'intérieur du RDPC, je le tiens pour responsable de ce grand remplacement. Il le fait dans le but d'augmenter le poids des Bamileke. C'est pas un procès en intention que vous le faites là? Est-ce que ce n'est pas... vous savez, moi je suis un homme politique. Oui. Je fais les procès d'intention. Parce que je regarde les intentions des gens. Oui. Quand quelqu'un quitte l'Ouest pour aller chercher 40 000 et 66 000 hectares à Amba, il dit qu'il part faire le cacao. Je regarde. Je surveille. Je dis, qu'est-ce qu'il veut faire? Le cacao? Mais pourquoi il ne part pas acheter chez les populations qui le cultivent déjà? Il veut venir le cultiver lui-même. Avec qui? Je regarde. Je vois que c'est un gars de l'Ouest qui veut faire ça. Je regarde comment ils font déjà dans les entreprises. Ils sont dans les entreprises, ils ne recrutent personne d'autre. Donc, je dis attention. Si on lui donne 66 000 hectares en bas, il va certainement faire venir la main d'œuvre de l'Ouest.
il va oublier que les enfants d'Ambam cultivent le cacao depuis la nuit des temps. Il va commencer à dire qu'ils ne sont pas travailleurs. Mais c'est eux qui ont cultivé le cacao qui a conçu le Cameroun. Il va transporter 66 000 personnes à raison, par exemple, d'une personne par hectare. Et ces gens-là vont fonder famille. Dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, la structure anthropologique va être modifiée. De la zone d'Ambam va être modifiée. Puis on va maintenant actionner le vote tribal. On va commencer à dire que nous sommes les plus nombreux ici, c'est nous qui payons les impôts ici, c'est nous qui devons être maires. Comme on dit à Douala, comme on dit dans le Mungo partout. On se met à oublier que nous sommes un mille pattes. Le Cameroun est un mille pattes, chers compatriotes. Madame Bézélé, le Cameroun c'est un mille pattes. Tu as bien transformé mon nom et d'ici la fin de l'émission, tu risques de me rebaptiser. Bon, je recommence à voir que je connais d'ailleurs très bien. Rosalie. Oui. Le Cameroun est un mille pattes. Oui. Multi-ethnique. On doit respecter. On est comme un mille pattes, plusieurs pattes. Chaque patte est à sa place. Chaque patte est à sa place. Si tu coupes une patte là, tu déséquilibres. Non, tu le déséquilibres pas, il s'enroule. N'est-ce pas les gros mille pattes noirs là? Dès que tu le touches même un peu, il s'enroule. Voilà. Il ne fuit pas. Il s'enroule. C'est-à-dire que son cerveau lui dit que hey, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque groupe ethnique existe. Quand le chef de l'État, à l'issue du grand dialogue, a introduit dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées deux principes. Un qui existait déjà dans la Constitution de 1996, que le président du conseil régional doit être un autochtone de la région. Oui. Et il a ajouté que lors de la constitution du bureau du conseil, on doit tenir compte de la composition sociologique de la région. Il arrive au Code général des collectivités territoriales après le grand dialogue et tout ce que nous avons dit là-dedans, que le maire de la ville, c'est-à-dire le chef des communautés urbaines, il y en a 14, doit être un autochtone de la région. Il n'est pas fou. Qu'est-ce qu'il veut dire? Que la région doit être gérée par un enfant de la région. 2, que la grande ville de la région, ou les grandes villes de la région, le littoral c'est la région qui a le plus grand nombre de grandes villes, aidé à Douala en Konsamba, qu'ils soient gérés par des enfants de là. Pourquoi quand on a vu ça, on peut quand même se permettre de dire que les autochtones c'est quoi? Quand vous avez vu le débat qu'il y a eu ici après l'adoption du Code général des collectivités territoriales décentralisées, où des gens comme Jamel sont venus sur les plateaux de télévision, dire que l'autochtone c'est qui? Tout le monde s'est calmé aujourd'hui. J'espère. Après les élections régionales, tout le monde s'est calmé. Parce que tout le monde a vu que ce n'était pas une mauvaise chose que dans chaque région, ce soit les enfants de la région qui s'occupent. Et c'est tout ce que vous demandez aujourd'hui, qu'on restaure à l'étranger, pour demander à nos enfants qui sont là-bas de se mobiliser. De ne pas être en dehors de cette bataille. Parce qu'il y aura bataille aux prochaines élections de représentation. Je vais conduire la bataille pour l'intérêt supérieur des peuples autochtones du littoral. Je n'ai pas besoin de parti politique. Le parti politique qui va présenter des listes qui n'ont pas seulement les autochtones sera attaqué devant le Conseil constitutionnel ou bien la Chambre des juridictions administratives, selon qu'on sera aux élections législatives ou municipales. Pourquoi? Pour restaurer le peuple autochtone du littoral dans leurs droits. Eh bien, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Bakoko du Vouri à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez qu'il n'y a plus de Bassa du Vouri à l'Assemblée? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de Pongo à l'Assemblée? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de Bankon à l'Assemblée? Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de Badung à l'Assemblée? Vous savez qu'il n'y a pas de Bakaka à l'Assemblée? Les Bamlékés ont pris leur place. Quel est l'intérêt de cette façon de faire? Donc,
si nous sommes en train de construire l'unité nationale, eh bien, la sédimentation de l'esprit de l'unité nationale dans notre culture commande qu'on sache que notre pays, c'est que chacun a une place. Dieu n'a pas mis les peuls au sud. Il n'était pas fou. Il n'a pas pris les boulous. Il ne les a pas mis à l'extrême nord. Il a mis les littoraliens là où ils sont. D'accord. Etc. Que chacun reste à sa place. Alors Abel Elimbi-Lobé, je vais prendre une transition de coup pour qu'on puisse rentrer dans le sujet de la présidentielle 2025, même si on a un tout petit peu abordé la question en parlant tout à l'heure de votre périple en Europe. On l'a compris, votre combat aujourd'hui pour le peuple, les peuples autochtones du littoral vise plutôt à restaurer ce peuple-là dans son droit et non à combattre les autres ennemis du Cameroun. Besoin de combattre. On vous a compris. On prend une transition et on revient. Vous êtes toujours sur Info Télévision, votre émission c'est à vous la parole, donc justement la parole à Abel Elimbi-Lobé ce soir. Merci une fois de plus d'être là. On va s'intéresser à un sujet qui est au cœur des débats au Cameroun désormais, la présidentielle à venir. On le sait, 2025 en principe est une année triplement électorale. On est censé avoir la présidentielle, législative et les municipales pour le compte de cette année 2025. On va démarrer avec l'élection présidentielle. On va essayer d'avoir votre regard sur les forces en présence. On le sait, aujourd'hui au Cameroun, on a Cabral Libi qui se bat pour être candidat à cette présidentielle, qui malheureusement fait face à une situation un peu complexe quand même. On a ce duel avec Robert Kona qui l'exclut du PCRN. Lui également, il exclut Robert Kona du PCRN dans ce ping-pong qui aujourd'hui se retrouve devant les instances judiciaires. On a du mal à percevoir sa position lors des présidentielles à venir. On a également le cas de Maurice Kamto qui n'a aucun élu, mais qui lui également est dans la course pour cette présidentielle. On va donc aller sur le principe d'abord constitutionnel selon lequel la présidentielle arrive après les municipales législatives. Votre regard déjà sur ces deux candidats qui ont été premiers, deuxième et troisième lors des dernières échéances électorales. Les gens payent les conséquences de leur vie et de leur comportement équivoque. Les gens pensent toujours que ils peuvent refaire le monde, ils peuvent refaire la roue. Ils font un fonds de commerce avec des comportements qu'ils croient révolutionnaires. Mais là, vous parlez duquel? Je parle des deux que vous venez de citer. D'accord. Cabral Libi est devenu président d'un parti dont il n'a jamais été militant. Il a fait comment? Pour devenir président d'un parti, à ce que moi, je sais, depuis plus de 40 ans que je suis dans la vie politique, soit tu es créateur de ce parti, ou avec les gens avec qui tu le crées, décide que c'est toi. Comme à l'époque quand on a créé le SIF, ce sont les gens, les pères fondateurs qui ont dit que c'est Foundi. Il n'y a pas d'abord eu un congrès. Vous allez déposer les statuts avec un bureau déjà constitué. Donc, soit tu crées le parti, soit la deuxième possibilité. Tu es élu au congrès d'un parti. Or, le congrès d'un parti, c'est l'affaire des militants. Donc vous avez l'impression que le mal arrivé. Ce sont les militants d'un parti qui vont au congrès. Encore que tous les militants n'y vont pas. Dans tous les partis, il y a un processus de désignation de congressistes. C'est très souvent des élections primaires. Ce sont ces gens qui vont au congrès.
pour décider, parce que tous les partis politiques, le Congrès est l'organe suprême. Puis, il y a les invités. Quand un Congrès siège, il y a les invités. Invités, un peu de ceci. On appelle même les gens, le RDPC est parti chercher des invités jusqu'en Chine, auprès du Parti communiste chinois. Donc, est-ce que les gens qui sont venus du Parti communiste chinois pouvaient devenir candidats? Non. Ils sont invités. Ils ne participent pas aux délibérations. Donc vous trouvez que Cabral est mal arrivé? Il faut qu'il nous explique comment il a fait. Il n'a jamais été militant du PCRN. Il n'a jamais été militant d'un organe de base. Il n'a jamais dirigé ni l'équivalent d'une cellule, ni rien dans le PCRN. Il sort de l'université. Il venait d'être candidat pour le compte de l'univers. Un parti politique qui ne peut pas lui-même se présenter aux élections, mais qui prend quelqu'un qui ne milite nulle part pour le présenter aux élections présidentielles. Kouvondo, président de l'univers, lui-même ne se présente pas. Il peut se prendre Cabral Libi, qui n'a jamais été militant nulle part, qu'il faut prendre pour présenter que les Camerounais le lisent, qui n'a aucune expérience politique, il n'a dirigé rien dans sa vie. C'est lui que Kouvondo présente. Il a donc eu 6%. Il décide maintenant d'avoir un parti pour aller aux législatives. Il dépose un statut pour son propre parti. Les citoyens. Ce qui est normal, comme les Ndjamen et consorts. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il dépose, au lieu de se battre pour que son parti soit donc reconnu, il se retrouve plutôt dans le PCRN. Le pont, c'était où? Il est passé par quel tunnel? À votre avis, pourquoi son parti n'a pas été reconnu? Peu importe. Ouais. Ça ne m'intéresse pas. Reconnu ou pas, j'aurais compris qu'il se batte pour que son parti soit reconnu. Il a opté la facilité, à votre avis? Je ne sais pas, je continue à poser la question. Il a fait comment? J'attendais qu'il se batte pour que son parti soit reconnu. Comment il a fait pour se retrouver, lui qui est en train de créer un parti, dans le congrès d'un autre parti, dont il n'est pas le militant, boum, il devient le président. Et tout le monde a accepté ça. En commençant par ceux qui refusent ça maintenant. Vous parlez de l'administration. C'est là le caractère contre nature de sa démarche. Sa démarche comportait les germes de son autodestruction. Parce que il n'a pas respecté les exigences éthiques. La politique ne peut pas se faire avec toutes sortes de compromissions. Chacun invente, il renverse les choses, il fait la roue. Tu n'es pas militant, tu deviens président. Comment Kanto a fait pour devenir président du MRC? Il a fait comment? Il n'était pas à la création. Quand on créait le MRC, il était avec bien. Il dit qu'il n'était pas dans le RDPC. Mais le RDPC n'est pas seulement un parti, c'est un régime. Il était dans le régime, ministre de Paul Biya. Comment il a fait? Il est sorti à la veille de 2011. On a appris nulle part qu'il est entré dans le MRC, président de sous-section, président d'un échelon départemental, régional, rien. Comment il a fait pour se retrouver à la tête du MRC? Quel est le congrès où il a été candidat, on l'a élu? Voilà donc des gens dont la trajectoire politique se caractérise par des acrobaties contre nature. Vous pensez qu'on doit comparer Kanto, Cabral Libi avec quelqu'un comme Ossi? Vous savez qui est Ossi? Ossi, c'est un enfant qui est entré dans le SDF à la base. Il a gravi les échelons à l'intérieur du SDF. Il est devenu vice-président, élu à des congrès, candidat comme militant, élu dans sa circonscription, dans le Diane, au primaire.
Puis il arrive au Congrès. Il est élu vice-président 2 fois, au vu et au su de tout le monde. Entre-temps, il gravit les échelons politiques. Il est conseiller municipal. Mais Abel, est-ce que automatiquement il fallait passer par toute cette trajectoire-là? On a quand même le cas en France Emmanuel Macron qui n'a pas milité dans un parti et qui est devenu président de la République. Oui, c'est pour ça qu'on va leur faire un procès d'être, comme vous dites, parachuté. Même en France, on fait un procès à Macron. Même en France, on fait un procès à Macron de ne pas être un orthodoxe. Et la France en souffre. La France en souffre dans la gouvernance française. On voit un homme politique très mal préparé à la direction d'un grand pays comme la France. Mais nous ne sommes pas une copie de la France. Ce n'est pas parce qu'on pratique l'homosexualité en France qu'on doit pratiquer ça au Cameroun. Et tout le monde est d'accord qu'on ne pratique. Donc en 2025, vous ne voyez ni l'un ni l'autre à la présidentielle du président. Parce qu'ils sont porteurs des germes du mal, du désordre politique. Il y a des gens qui ne sont pas comme eux. Pourquoi nous devons laisser les gens qui sont classiques, orthodoxes, qui vivent dans la politique, qui gravissent des échelons, qui sont matures? Vous pouvez comparer la trajectoire politique de Ossi avec celle de Cabral, Libye et autres, indépendamment des résultats des élections dont peuvent se prévaloir certains. Ben, ils appellent aux machinations aujourd'hui au Cameroun et invitent justement le peuple camerounais à réagir au cas où ils sont pas ils sont victimes des machinations. Sauf que c'est des machinations qui les ont servi à un certain moment. Quand vous mangez dans la main du diable, madame, la Bible nous apprend que vous ne pouvez pas boire dans la coupe des démons et boire dans la coupe de Dieu. Vous ne pouvez pas manger à la table des démons et manger à la table de Dieu. La politique a besoin d'un minimum d'observation des règles morales éthiques. Et vous trouvez la droitesse, la droiture, tout ce que vous voulez. La justice est ce qui élève une nation. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 14, verset 34, que je vous ai gardé ici. Alors 14:34 est là, voilà. La justice est ce qui élève une nation. On ne parle pas de justice des juges, on parle de la justice des choses justes, des choses normales, des choses correctes. Et le roi Salomon dit, le péché est quelque chose de honteux pour les communautés nationales. C'est ce que Cabral, Libye et Kanto sont en train de découvrir. Que la transgression des règles porte en elle-même les germes de vos difficultés. Ceux qui ont autorisé ça hier, c'est eux qui sont en train de refuser ça maintenant. Quand hier, vous vous êtes mis au service de l'injustice, vous croyez que quoi? Ça vous rattrape. Pourquoi aussi n'a pas ces problèmes? Pourquoi il n'a pas ces problèmes? Parce que de tout temps, il marche dans la droiture de procédure, des règles d'organisation de la vie politique. Il milite, il monte. Moi, je suis en train, vous avez dit ça dans votre reportage, celui du peuple. Puis marqué persévérance. Puis vice-président de la circonscription. Votre trajectoire est traçable. Ça monte. Ouais. On a affaire à des gens, quelqu'un sort de l'université, devient président d'un parti dont il n'est pas le militant. Vous ne trouvez pas ça équivoque, quelconque? Vous n'avez pas de questions à vous poser là-dessus? Je n'ai jamais fait la CIL, je n'ai jamais passé le CP, je n'ai jamais passé le BPC, je n'ai jamais passé le probatoire. Boum, je me retrouve avec une licence. Vous ne vous posez pas de questions, mais il a fait comment? Vous trouvez que oui, bon, il a passé la licence, il a passé la licence. Je suis quand même en droit de me dire, mais la licence là, c'est devenu quoi l'affaire? Tu n'as jamais fait l'école maternelle, tu n'as jamais fait l'école primaire, tu n'as pas fait le lycée, tu n'as pas passé les échelons au lycée. Comment tu as fait pour passer la licence? La licence est un aboutissement
pédagogique. On te forme, on te prépare à ça. Tu n'as jamais fait un parti politique. Tu ne connais pas la vie, les contingences, les difficultés à l'intérieur d'un parti. Boum, tu deviens président. Ça, vous savez ce que ça a donné? On va se terminer. Est-ce que vous savez ce que ça a donné? Non. Ça a donné au MRC qu'un matin, un homme qui n'a jamais milité, qui ne connaît pas les difficultés du militantisme, décide qu'on ne part pas aux élections. Il prend seul la décision qu'on ne part pas aux élections. Personne ne sait pourquoi un parti politique, sa vocation, c'est d'aller aux élections. Mais ils peuvent aussi décider de ne pas y aller. C'est un choix stratégique. Oui, mais c'est un choix. Partout, oui. Et un homme politique qui choisit de faire une faute sciemment, Assume. vous le qualifiez de quoi? D'homme politique. Je le qualifie de mauvais homme politique. On a sorti un politique s'assoit. Oui. Lui-même, il prend la décision de faire un mauvais choix. Sachant que c'est un mauvais choix. Parce que l'article 121 du code électoral dit comment les gens peuvent devenir candidats. Oui. Les candidats peuvent être, soit investis par un parti politique, point virgule. 2, soit indépendants. Voilà les deux. Il n'y a pas de 4 solutions. Soit vous êtes investi par un parti, soit vous êtes indépendant. Et le législateur dit, pour le cas du candidat indépendant, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions, à raison de 30 par région, possédant la qualité soit de membre du Parlement, sénateur ou député, ou d'une chambre consulaire, chambre de commerce, chambre d'agriculture, conseil économique. Et du coup, vous ne voyez ni l'un ni l'autre réussir cette exploit. De conseiller régional ou de conseiller municipal, soit chef traditionnel de premier degré. Il reste peut-être une alternative. C'est notre dernier arrêt de ce soir, notre dernier thème. Au cas où les législatives et les municipales passent avant, donc en début 2025, quand on a encore l'occasion de se refaire. Vous voyez donc qu'il s'est mis dans une situation où on commence maintenant à spéculer. Quand il est allé aux élections de 2018, il n'y avait pas de spéculation. Oui. Tout simplement parce que le MRC avait 19 conseillers municipaux et un député. Le MRC l'a investi. Il n'y avait pas lieu d'appliquer l'alinéa 2 de l'article 121 qui dit que le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 de ci-dessus applicables aux candidats indépendants. Ça veut donc dire que, en l'état actuel des choses, si le MRC présente Maurice Kamto, on va néanmoins demander à Maurice Kamto de présenter les conditions de la candidature indépendante. Et pour l'instant, c'est mission impossible. Bon, c'est lui qui sait. Moi, je sais qu'il ne peut pas avoir ça. Parce que même par tribalisme, il n'aura pas ça partout. Et pour Cabral? Pour le cas de Cabral Libye? Cabral va se retrouver dans les mêmes situations. Parce que vous avez vu que le ministre de l'administration territoriale, qui est qualifié pour dire qui est le président d'un parti, a dit à Elections Cameroun que le président... C'est Robert Kona. C'est Robert Kona. Bon. Qu'est-ce qui va se passer lorsque Cabral va venir présenter une candidature? Elections Cameroun va regarder son interlocuteur, c'est qui? L'interlocuteur de Elections Cameroun, c'est qui? Robert Kona. L'interlocuteur de Elections Cameroun en matière de partis politiques, c'est le MINAT. On va lui demander que le président de ce parti, c'est qui? Il va dire que c'est Kona Robert. Ce n'est pas lui qui aura signé la lettre d'investiture de Cabral Libye. Et la candidature de Cabral Libye ne sera pas recevable. En raison de la compromission intrinsèque à cette candidature, à sa personne. Parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu avec le diable. Ce sont des excroissances du RDPC, utilisables à souhait. Quand il fallait l'utiliser pour nuire à l'UPC dans le Nyon Ekele, il était content.
Il a été récompensé. Vous pouvez me dire pourquoi Kabal Libi gagne 5 communes dans le Nyon Ekele. Il a le plus grand nombre de conseillers municipaux. Dans le Nyon Ekele, si je regarde... Oui, bien sûr, bien sûr. Ça doit être 126. Et du coup, il y a les élections régionales. Le PCRN ne parle pas qu'il a perdu. Il n'a pas été candidat. Ah oui, il est plutôt allé être candidat à l'auditoire. Dans le Nyon Ekele, monsieur, mission difficile du RDPC qu'on appelle Grégoire Oona, il n'est pas parti ailleurs à l'occasion des élections régionales. Il est parti dans le Nyon Ekele. Et là-bas, il s'est entretenu avec les conseillers municipaux RDPC, du PCRN. La fin, vous la connaissez. C'est que voilà un parti politique qui avait tout pour gagner les représentants des départements du Nyon Ekele au conseil régional du centre. Comment Kabal Libi peut nous expliquer qu'il a, avec 5 communes, donc la majorité des conseillers municipaux de la région du département du Nyon Ekele, comment il a fait pour ne pas gagner les conseillers régionaux du département du Nyon Ekele? Il a fait comment? Vous le soupçonnez d'une relation incestueuse avec le RDPC? C'est pas que je le soupçonne. Je le soupçonne comment? Vous voyez qu'il n'a pas gagné. La vocation d'un parti, c'est de gagner quand il doit gagner, quand il peut gagner. Comment? C'est la première fois que je vois un parti qui a tout pour gagner et décide que je ne peux pas gagner. Quels sont ces comportements-là? Alors on sort, Abel, on sort. 2025, on a les 3 élections ou pas? Alors 2025, si jamais le président reportait les élections législatives et municipales, est-ce que tous ceux qui ont accepté le report en 2018 seraient fondés à le critiquer? Donc vous voyez les législatives et municipales plutôt en 2026. Mais les raisons pour lesquelles il avait reporté en 2018 restent valables. Si le président vous dit maintenant qu'il proroge le mandat des députés et des conseillers municipaux, parce qu'on ne peut pas, le Cameroun du point de vue financier, budgétaire, ne peut pas soutenir 3 élections la même année, vous allez dire non? Vous allez le critiquer? Est-ce que vous allez dire non? Il a fait ça en 2018, vous avez accepté, non? On vous a ajouté l'argent, vous avez pris. S'il décide maintenant que je vous ajoute encore l'argent, je prolonge à de 18 mois. Comme ça, on va se retrouver en 2026. Vous allez dire non, on ne veut pas l'argent. Quand on a prolongé en 2018, ni tu as refusé. Est-ce qu'il a démissionné? Il n'a pas démissionné. Il est resté. Il a reçu 18 mois de salaire. Avec tous les autres traitements, les indemnités de session et tout. Tout ça est rentré dans sa poche. Est-ce que Paul Biya gouvernait bien à ce moment? Ou bien il gouvernait toujours mal? Quand on était chef du MLC, le MLC avait 19 conseillers municipaux et un député. Quand Paul Biya a prolongé le mandat des conseillers municipaux et des députés, vous connaissez un seul conseiller municipal du MLC qui a démissionné pour dire moi je ne suis pas d'accord, je quitte. Lui-même, quand on a dit que c'était mauvais, est-ce qu'il a pris la parole pour dire à ses conseillers municipaux et à ses députés que nous ne sommes pas d'accord avec la prolongation des mandats? C'était bon pour eux tous. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce que Paul Biya va faire, c'est ce qu'il a toujours fait. Et vous avez accepté ça hier, vous devez encore accepter. Je suis le seul qui doit refuser. Parce que j'ai refusé au commencement. J'ai dit ce n'est pas une bonne chose. S'il le fait encore cette année, je le comprends. Il est en train de faire aussi sa part de stratégie. Mais vous avez validé. Hein? C'est pour ça que Monseigneur Desmond Tutu, au plus fort de la lutte anti-apartheid, disait que en situation d'injustice, celui qui garde le silence est du côté de l'oppresseur. Vous avez gardé le silence en 2018. Parce que ce que votre oppresseur d'aujourd'hui, qui était toujours votre oppresseur en 2018, faisait était bon pour vous. Alors que c'était normalement mauvais. Il va donc refaire la même chose. Il ne peut pas ne pas organiser d'abord l'élection présidentielle.
Il peut aussi décider... En vertu de quoi? Il est fou. Le président n'est pas fou. Merci. Il est même plus intelligent que beaucoup d'autres acteurs politiques ici. S'il y a quelqu'un que je vois qui peut aujourd'hui le remplacer, c'est un anglophone. Soit c'est John Gouté, soit c'est aussi. Parce que même Bernard ou même Akere Mouna est un acteur politique équivoque. Il milite où? Il veut sortir de son cabinet d'avocat pour devenir président en empruntant les raccourcis de toutes sortes. C'est John Gouté qui est un militant, qui a gravi les échelons dans son système là-bas. Si demain le RDPC l'investissait, en commençant par faire de lui peut-être son président, si jamais ils ne veulent pas changer de statut, mais si Biya décide de changer le statut du RDPC pour lui permettre de positionner un anglophone, parce que le conflit au nord-ouest et au sud-ouest exige que nous fassions en sorte qu'un anglophone aussi devienne président. Il y aura donc John Gouté. L'histoire nous montre que c'est très probable. Aïdjo renverse à Salé Mbida. Le pouvoir a commencé au centre, pas au nord. Mbida est renversé. Aïdjo prend le pouvoir. Mais pendant toute sa vie, il va utiliser des premiers ministres du Grand Centre-Sud. Jusqu'à ce que Biya arrive au pouvoir. Il n'a pas pris le président de l'Assemblée. Au moment où il a voulu que le premier ministre devienne président, il a changé la constitution. Biya est devenu président. Et Biya a commencé à utiliser des premiers ministres du Nord. Jusqu'à ce que la crise anglophone commence à pointer. Puis Biya a changé l'axe du pouvoir en prenant Ashidi Achou, puis Peter Mafani, puis Inoni, puis John Gouté. Premier ministre. Le pouvoir est toujours parti du président vers le premier ministre. Je soupçonne et je souhaite et j'attends donc que le président fasse preuve de fidélité à son école politique. Je pense qu'il fera en sorte que le président, dans son camp, sa perspective, ce soit John Gouté. Nous, dans l'opposition, Kabla Libi doit oublier ça. Pour l'intérêt supérieur de l'opposition. Il est encore jeune. Qu'il crée d'abord son parti et qu'ils aillent aux législatives. Et puis, en 2032, il aura la maturité nécessaire. La fonction présidentielle est difficile, madame. Cette histoire-là que les gens veulent faire comme si la fonction présidentielle était accessible à tout le monde, bourou bourou. Tu te lèves, tu n'as rien fait, tu n'as même pas encore construit ta propre maison pour manger. Tu dis que tu vas nous construire 40 000 logements. Il faut que ça s'arrête. Nous n'avons pas le droit de prendre un pays en difficulté comme le Cameroun pour le confier à quelqu'un qui a d'abord des exigences élémentaires à régler pour sa propre vie. Ce n'est pas sérieux de notre part. Nous devons savoir, raison garder, que gouverner un pays est difficile. J'entends les gens, Bassirou, Bassirou, Bassirou. Ce n'est pas la première fois qu'un jeune arrive au pouvoir au Sénégal. Prenez donc la trajectoire des jeunes qui sont arrivés au pouvoir au Sénégal. Mais n'oubliez pas non plus que des jeunes sont arrivés au pouvoir partout ailleurs et ça a été des grandes catastrophes. Au Libéria, en Ouganda et bien ailleurs. Merci Abel. Merci pour avoir donné votre avis. Votre avis sur ces sujets prévus à l'ordre du jour ce soir. On a largement dépassé le temps imparti à cette émission, mais je suppose que les téléspectateurs ne se sont pas ennuyés. Merci d'avoir fait le déplacement. On rappelle que tu seras avec nous dans le cadre de Libre Expression dimanche. Le débat du point sur l'actualité de la semaine. Et on aura encore le bonheur d'avoir votre regard sur d'autres sujets d'actualité, notamment
sur la situation de ce bras de fer entre la FECAFOOT et le MINSEP qui mobilise l'attention du Cameroun et qui cristallise les émotions depuis quelque temps. On rappelle que le Cameroun joue donc demain samedi et vous aurez l'occasion dimanche d'en parler de fond en comble dans le cadre de libre expression. Parler de quoi? Quant à moi, je vous remercie. Parler de la preuve que notre pays est mal gouverné. Oui, vous aurez l'occasion. Merci Abel d'avoir fait le déplacement. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour que cet autre numéro de cette émission À vous la parole ait lieu. Je vais remercier Jean-Martin Kefak, je vais remercier Ben Vass, Célestin Tomo, Eric Okwa. Voilà, j'y arrive. Et bien sûr, Nadège Fouidio qui a posé la voix sur tous les éléments qui auront entouré cette émission. Je ne vais pas oublier le rédacteur en chef Amara. Respect, M. Donimva. Restez sur Info Télévision. Nos programmes se poursuivent. Je vous dis à très vite. Merci.